Tu te comportes toujours comme si tu étais le propriétaire, hein? Ma belle-mère glousse en faisant rouler ses bagages devant moi. Ses lunettes de soleil sont déjà posées sur son visage figé par la chirurgie. Mon père, qui la suit de sa présence toujours silencieuse, ajoute avec un sourire suffisant. Laissez-la faire. Un peu de fantaisie n'a jamais fait de mal à personne. Ils ont ri tous les deux, comme s'ils partageaient une blague interne que je n'étais pas censée comprendre. Je me tenais au bas de l'escalier dans mon sweat à capuche usée, les bras croisés, les observant avec un calme si dangereux qu'il aurait pu se fendre d'un vol. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas souri. Je me suis contentée de mémoriser leur rire. Puis j'ai dit « Bon voyage ». Je le pensais vraiment. Car c'était la dernière fois qu'ils franchissaient cette porte et croyaient que c'était leur maison. La porte d'entrée s'est refermée avec un clic sonore et définitif. J'ai expiré et j'ai souri. Non pas parce que j'étais libre, mais parce que la dernière pièce de mon plan venait de se mettre en place. 6 ans. C'est le temps que j'ai passé à vivre comme un locataire dans la maison de ma propre mère. 6 ans à regarder mon père se transformer en un étranger qui se moquait d'avoir épousé une femme qui me traitait comme une employée. 6 ans à avaler tous les roulements de paupières. Elle est juste dramatique. Chaque fois qu'il recevait des invités et me demandait de servir le vin comme si j'étais le personnel. Ma chambre était le grenier. Je n'avais pas le droit de toucher au thermostat. Je ne faisais pas partie des photos de famille. Mais j'étais fini. Tranquillement. Et vous seriez surpris de voir ce qu'une fille tranquille peut faire quand personne ne la regarde. Dès que leur voiture a tourné au coin de la rue, j'ai fait vite. Je me suis dirigée directement vers le bureau en bas. L'ancien studio de ma défunte mère était devenu l'espace de méditation de Patricia. Elle l'avait rempli de cristaux, de faux tapis beaux et de bougies qui sentaient la pourriture. Mais ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que les planches sous l'étagère étaient creuses. Et sous elles, j'avais caché l'acte original de la maison. À mon nom. Oui. À mon nom. Avant de mourir, ma mère avait réécrit le testament. Elle savait. D'une certaine manière, elle savait ce qui allait se passer. Et 2 semaines avant son dernier séjour à l'hôpital, elle l'a officialisé. Si quelque chose lui arrivait, la maison était à moi. Pas celle de papa. La mienne. Mais je ne leur ai jamais dit. J'avais besoin d'attendre. Pour le bon moment. Et ce moment, c'était maintenant. J'ai sorti le document. J'ai soufflé la poussière et j'ai appuyé mes doigts tremblants sur le papier. Une vague de chagrin m'a envahi. Puissant et brut. Je pouvais encore sentir le parfum de ma mère dans les coins du studio. Je ne m'étais pas laissé aller à pleurer depuis des années. Pas là où il pouvait le voir. Mais là, les larmes coulaient à flots. Non seulement pour ce que j'avais enduré, mais aussi pour le chemin parcouru. Je ne les ai pas expulsés. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas envoyé d'avis par l'intermédiaire d'avocats. J'ai fait quelque chose de mieux. J'ai appelé un serrurier. En 2 heures, les serrures ont été changées. Toutes les serrures. Ensuite, j'ai emballé leurs affaires, jusqu'aux derniers vêtements, bijoux, sèche-cheveux, cravates et tapis de yoga. Et je les ai fait stocker dans un centre local. J'ai payé pour 6 mois. Je n'étais pas sans cœur. J'étais juste précise. J'ai laissé une carte dans la boîte aux lettres avec l'adresse de l'entrepôt. Et une phrase écrite au marqueur noir sur l'enveloppe. Elle est propriétaire de l'endroit. Mais la vengeance n'était pas la seule chose à laquelle je pensais. Il y avait des gentillesses à rendre. Le lendemain matin, j'ai ouvert la porte arrière et j'ai invité ma voisine, mademoiselle Clara, une veuve âgée qui avait l'habitude de s'asseoir sous son porche et de me donner des biscuits lorsque je rentrais tard après avoir travaillé 2 fois plus. Je lui ai tendu un panier de provisions que j'avais acheté au marché et je lui ai donné la clé de la véranda. C'est à toi, lui ai-je dit. Pour t'asseoir, te reposer, lire ou pleurer si tu en as besoin. Elle a pleuré. Et m'a serré dans ses bras. Cette nuit-là, j'ai marché lentement dans la maison, pieds nus, laissant le silence se presser contre moi comme une douce couverture. Pour la première fois depuis des années, je me sentais à nouveau chez moi. Pas hantée. Pas froide. Chez moi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car 2 jours plus tard, ils sont revenus. Et la scène sur la pelouse? Disons qu'elle était cinématographique. Ils sont revenus 2 jours plus tôt. J'étais dans la cuisine, en train de verser du café dans ma tasse préférée ébréchée.
Celle que Patricia avait déjà essayé de jeter parce qu'elle gâchait l'esthétique. L'air sentait les petits pains à la cannelle et le savon à vaisselle à la lavande. Et pour la première fois depuis des années, j'entendais le gazouillis des oiseaux par la fenêtre ouverte au lieu des interminables playlists de yoga de Patricia. Puis est arrivé le martèlement. Boum, boum, boum. Je n'ai pas bronché. J'ai marché lentement jusqu'à la porte d'entrée. Calme et ancrée comme une femme qui n'avait plus rien à perdre. Et tout à revendiquer. Lorsque j'ai ouvert la porte, ils étaient là, toujours vêtus de la crasse de l'aéroport et de l'indignation, comme s'il s'agissait d'une armure à l'épreuve des balles. Qu'est-ce que c'est? Patricia s'est écriée en tirant sur la poignée de la porte, stupéfaite qu'elle ne tourne pas. Pourquoi ne s'ouvre-t-elle pas? Qu'est-il arrivé aux serrures? Le père était plus calme. Sa voix était basse et tendue. Chérie, ouvre la porte. Ce n'est pas drôle. Je n'ai pas souri. Je me suis appuyée contre le cadre, sirotant mon café comme si c'était le matin le plus décontracté du monde. Bonjour, ai-je dit simplement, tu reviens tôt. Je pensais que vous seriez parti toute la semaine. Patricia a essayé de passer devant moi, mais le peine dormant a tenu bon. Laissez-nous entrer tout de suite. Nous vivons ici. J'ai penché la tête, l'étudiant comme un puzzle que j'aurais enfin résolu. Et vous? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, seul le propriétaire de cette maison vivait ici. Leurs yeux se sont rétrécis à l'unisson. Le père cligne des yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Je me suis approchée du cadre de la porte, j'ai pris le dossier que j'avais laissé à portée de main sur la table de la console et je l'ai ouvert. Le testament de maman. L'original. Déposé auprès du comté, notarié, tout ce qui est légal et honnête. Elle m'a légué la maison. Entièrement. Pas conjointement. Pas en fiducie. À moi. Le visage de Patricia se déforme. C'est un mensonge. Ton père a dit. Il ne savait pas. Je l'ai interrompu doucement. Parce que je ne lui ai jamais dit. Et toi? Tu étais trop occupé à redécorer la cuisine de ma mère pour te donner la peine de demander. Le silence s'est installé entre nous. Puis, lentement, l'expression de Patricia a changé, passant de l'indignation à l'incrédulité, puis à quelque chose de pire. La peur. Papa s'est avancé. Les yeux rivés sur le dossier. Laissez-moi voir ça. Je lui ai tendu le dossier par la petite ouverture de la porte. Il l'a parcouru rapidement, la mâchoire serrée à chaque mot. Je ne savais pas qu'elle faisait ces appoints et elle a murmuré, les yeux vitreux. Oui, répondis-je. Parce que tu as cessé de l'écouter bien avant qu'elle ne meure. Cette phrase a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Mais je n'ai pas répliqué. Il m'a rendu le document, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Alors, quoi? Tu nous donnes un coup de pied? J'ai fait une pause. C'était le moment. Le moment qui allait définir qui j'étais, pas seulement pour eux, mais pour moi-même. Non, ai-je dit. J'ai déjà transféré vos affaires dans un garde-meuble. 6 mois payés. Tu peux revenir les chercher quand tu veux. J'ai même inclus vos albums de photos et vos dossiers de travail. Patricia se moque. Oh, quelle générosité! Je l'ai regardé longuement. Tu m'as traité comme une invitée dans ma propre maison. J'étais la fille qui faisait votre lessive, préparait votre thé et regardait depuis le grenier pendant que vous organisiez une fête dans la salle à manger de ma mère. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas battue. J'ai juste regardé. Mais maintenant, je me suis souvenu de qui je suis. Et je ne suis pas ta servante. Elle a ouvert la bouche pour argumenter. Mais j'ai levé la main. Je ne fais pas ça pour te faire du mal, continuai-je. Je le fais pour me guérir. Puis j'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti une autre enveloppe. Voici les coordonnées d'un conseiller. Médiation familiale. Si tu veux en parler, un jour, tu pourras l'appeler. Mais pas ici. Pas maintenant. Je l'ai tendue à mon père. Il l'a prise. Silencieux. Puis j'ai fermé la porte. Pas avec un claquement, mais avec pépouin à l'intérieur, mes jambes ont lâché. J'ai glissé sur le sol. Les mains tremblantes. Ce n'était pas la colère qui me consumait. C'était la libération. Pour la première fois,
Je me tenais debout dans ma vérité. Mais la véritable histoire ne faisait que commencer. Car lorsque vous vous réappropriez votre vie, vous commencez à voir toutes les vies qui vous entourent et qui attendent elles aussi d'être relevées. Ce soir-là, je me suis rendue à la soupe populaire où je faisais du bénévolat avant que Patricia ne m'interdise de gaspiller l'argent de l'essence pour les pauvres. J'y suis entrée et j'ai été accueillie avec chaleur, par des visages que je n'avais pas vus depuis des mois, par des mains qui se tendaient pour des câlins et par quelques sourires éplorés de personnes qui se souvenaient de moi par leur NOM. Je me suis inscrite pour l'équipe du week-end et j'ai promis d'apporter des couvertures la semaine prochaine. Plus tard, je suis passée devant la maison de Mara, mon ancienne amie d'université. Elle m'a appelée une douzaine de fois cette année, mais je n'ai jamais décroché parce que j'avais trop honte de mon isolement. J'ai frappé à sa porte. Quand elle a ouvert, elle s'est figée. « Tu vas bien ?» Je lui ai chuchoté que ça allait maintenant et je l'ai serré si fort dans mes bras que j'ai failli me casser une côte. Mais la paix n'a pas duré longtemps. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de mon père. Il séjournait dans un motel. Il avait l'air différent. Il tremblait. Fatigué. Seul. Je ne savais pas, répétait-il. Je ne savais pas qu'elle te traitait comme ça. Il y a eu une pause. Puis, doucement, il a ajouté, je t'ai laissé disparaître. Je pensais que tu allais bien, parce que tu ne te plaignais pas. Mais je vois maintenant que ce n'est pas ce à quoi ça ressemble. Je ne lui ai pas pardonné. Pas encore. Mais j'ai écouté. Parce que parfois, la vengeance n'est pas le feu. Parfois, c'est le silence brisé par la vérité. J'ai rencontré mon père dans un parc près de l'ancienne gare, un endroit calme avec des arbres qui bruissent et des bancs qui s'effacent. Il était assis seul, voûté, fixant le sol comme s'il contenait toutes les réponses qui lui manquaient depuis des années. Lorsqu'il m'a vu, il s'est levé trop vite, comme s'il avait peur que je change d'avis et que je disparaisse. Je ne l'ai pas serré dans mes bras, mais je me suis assise à côté de lui. Merci d'être venu, a-t-il dit, la voix rauque. J'ai acquiescé. Pendant 1 minute, nous n'avons pas parlé. C'est le vent qui parlait, nous frôlant comme un fantôme d'une autre vie. Je ne sais pas par où commencer, a-t-il finalement murmuré. Commence par le pourquoi, ai-je dit. Et elle avait l'air confus. Pourquoi as-tu laissé faire ? Lui ai-je demandé. Pourquoi ne m'as-tu pas protégé ? Ses yeux se sont mis à briller. Après la mort de ta mère ? Je ne savais pas comment être un père pour une fille en deuil. Je ne pouvais même pas être un mari pour une femme mourante. Je me suis retirée émotionnellement. Je pensais que si je me remariais et que les choses redevenaient normales, la douleur disparaîtrait. Je suis resté silencieux. Je ne savais pas que Patricia serait aussi cruelle, a-t-il ajouté. Je me suis tourné vers lui. Tu ne voulais pas savoir. Il a dégluti. Tu as raison. Ce n'était pas des excuses. Pas vraiment. Mais c'était ce qui se rapprochait le plus d'un homme qui ne pleurait jamais aux enterrements. Ta mère me manque, a-t-il murmuré. Tous les jours. Et je me déteste pour la façon dont j'ai géré tout ce qui s'est passé après. J'ai détourné le regard. Je ne l'ai pas seulement perdu, ai-je dit. Je t'ai perdu aussi. Elle a baissé la tête. J'essaie, a-t-il dit calmement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je veux juste. Je veux te connaître à nouveau. Si tu me le permets. Je me suis levé. J'ai brossé les feuilles de mon jean. Je ne suis pas prêt, ai-je dit honnêtement. Mais je vais y réfléchir. Ses épaules se sont affaissées avec un étrange mélange de soulagement et de tristesse. En m'éloignant, je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me sentais humaine. Et c'était suffisant pour l'instant. Les jours qui ont suivi ont été remplis de quelque chose de nouveau, de liberté. J'ai commencé modestement, j'ai repeint le grenier, j'en ai fait un coin d'écriture. J'ai donné tous les meubles design et rigides que Patricia avait apportés et j'ai rempli la maison de trésors d'occasion qui semblaient réels, usés, habités. J'ai redonné vie au jardin que maman adorait, j'ai arraché les mauvaises herbes, j'ai planté des jonquilles, petit à petit, j'ai commencé à organiser des dîners le dimanche. Pas pour les parents de sang, mais pour la famille choisie. Mademoiselle Clara, la voisine. Mara et son bambin. Même Julio. Le jeune homme qui travaillait à la soupe populaire et économisait pour l'université.
Des gens qui m'avaient donné de la gentillesse alors que je n'avais rien à leur rendre, mais les ombres n'avaient pas disparu. Un soir de pluie, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Patricia qui attendait sous le porche, sous un parapluie assorti à son imperméable, poli, parfait et complètement déplacé par rapport à la crudité de mon monde. Il faut que je parle, m'a-t-elle dit. J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte juste assez. Elle est entrée. J'ai balayé du regard l'espace qu'elle ne reconnaissait plus. Ce n'était plus son palais. Pas de blanc stérile. Pas de ton gris et froid. Juste de la chaleur. La vie. Je ne suis pas ici pour me battre, a-t-elle commencé. Je n'ai rien dit. Je suis restée chez une amie. Ton père est toujours au motel. Elle a regardé autour d'elle. Cette fois-ci plus doucement. Cet endroit ressemble à nouveau à ta mère. J'ai croisé les bras. C'est vrai. Et sa bouche s'est agitée, comme si elle voulait argumenter. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle a dit quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Tu m'as menacé. J'ai cligné des yeux. Tu lui rappelais qu'elle était là. Tous les jours. Tes yeux, ta voix, ta force. Je ne pouvais pas rivaliser avec un fantôme. Alors, je t'ai transformé en nuisance. Je l'ai regardé fixement. Tu n'as pas seulement fait de moi une nuisance, ai-je dit lentement. Tu as essayé de m'effacer. Elle a hoché la tête. Pas de déni. Pas d'excuse. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Pas parce que j'ai perdu la maison. Mais parce que j'ai perdu une chance d'être meilleure. Et toi, tu avais toutes les raisons de me détester. Mais tu ne m'as pas jeté à la rue. Tu as payé pour le stockage. Tu n'as pas claqué la porte. Tu as laissé la fenêtre ouverte. Les larmes me piquent les yeux. Mais je ne les ai pas laissées couler. Pourquoi es-tu vraiment là, ai-je demandé. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti une enveloppe. Un chèque. D'un montant de 10 000 $. C'est la somme que j'ai retirée à l'insu de ton père il y a 1 an. Je voulais refaire la cuisine. J'ai plissé les yeux. Je te les rends. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à toi. J'ai hésité. Puis je l'ai pris. Parce que le pardon n'est pas toujours doux. Parfois, c'est un grand livre qui s'équilibre. Ce soir-là, je me suis assise dans la véranda, le chèque à la main. La pluie tapotant les fenêtres comme une berceuse. Je n'étais pas sûre de ce qui allait suivre. Mais je savais que j'avais récupéré plus qu'une maison. J'avais récupéré ma voix. C'était le début de tout. Les mois qui ont suivi ont constitué une révolution tranquille dans ma vie. Je me suis inscrite à un cours de psychologie à temps partiel au collège communautaire du centre-ville. Je voulais comprendre comment les gens se fracturaient et comment ils guérissaient. Je me suis dit que si j'étais capable de survivre à ce que j'avais vécu et de ressentir de l'empathie pour ceux qui m'avaient fait du mal, j'avais peut-être quelque chose à offrir aux autres. Et la maison. Ma maison avait changé. Pas seulement l'aspect, mais aussi le sentiment. Elle avait de nouveau du cœur. J'avais peint les murs dans des tons profonds et réconfortants, vert mousse dans la cuisine, terre de sienne chaude dans le salon. Bleu marine dans le couloir qui menait à l'ancienne chambre de maman. Ce n'était pas un cri de richesse ou d'élégance. Il murmurait la paix. J'ai rempli les étagères de romans d'occasion. J'ai commencé à cuisiner des plats que je me souvenais que ma mère préparait pendant les froides nuits d'hiver. Ragoût de bœuf, pain aux bananes, toast au sucre et à la cannelle pour le dessert. J'ai donné le coûteux réfrigérateur à vin de Patricia et l'ai remplacé par un bar à café pour mes invités du dimanche. Les personnes que j'ai accueillies dans cet espace n'étaient pas liées par le sang, mais par la grâce. Un dimanche soir, Mara a amené une fille qu'elle avait rencontrée au travail. Elle s'appelait Dani, avait à peine 19 ans, des bleus cachés sous des manches trop longues pour l'été. Elle était silencieuse, nerveuse, toujours en train de regarder la porte. Je connaissais ce regard. Je l'ai invitée à rester dîner. Elle a à peine touché à sa nourriture, mais elle a redemandé du pain grillé à la cannelle. C'était suffisant. A eu fil du temps, Dani s'est ouverte. Elle s'était enfuie de son foyer d'accueil, avait eu 2 emplois, avait dormi dans la voiture d'un collègue pendant 1 semaine. La dernière fois qu'elle a vu ses parents naturels, elle avait 12 ans. Personne ne lui avait dit « Je suis fière de toi » depuis des années. Je lui ai proposé un marché. Elle pouvait vivre dans le grenier, sans payer de loyer,
à condition de continuer à travailler et d'accepter de passer son diplôme d'études secondaires. Elle m'a regardé comme si je lui offrais la lune. Vous êtes sûr, demande-t-elle. Les gens ne font pas ça comme ça, j'ai souri. Ils le font maintenant, elle a emménagé le lendemain. Un matin, quelques semaines plus tard, je me suis réveillée avec l'odeur d'un toast brûlé et le bruit d'un juron silencieux provenant de la cuisine. Dani se tenait là, en chaussettes trop grandes. Paniquée devant un grille-pain fumant, elle s'est retournée et a dit « J'essayais de te surprendre. Je te jure que ça avait l'air facile sur YouTube, j'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. J'ai ri plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Viens, ai-je dit en ouvrant la fenêtre pour laisser la fumée s'échapper. Foutons le bordel ensemble. » Ce matin-là, devant des crêpes ratées et des rires qui me faisaient mal au ventre, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus en train de reconstruire ma vie. J'en reconstruisais d'autres aussi. Puis, un samedi, on a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai vu mon père. Il avait l'air différent. Il n'était pas seulement plus âgé, il était plus petit, plus doux, plus humble. Et elle tenait un livre dans une main, le recueil de poèmes préféré de ma mère, et une petite plante de lavande en pot dans l'autre. J'ai pensé qu'elle aimerait cela près de sa fenêtre, a-t-il dit. Si vous avez encore une chambre ? Je me suis écartée pour le laisser entrer. Il n'a pas regardé autour de lui. Il est allé directement dans la chambre du fond, a posé la lavande sur le rebord de la fenêtre, a ouvert le livre à une page qu'il avait marquée d'un signet. Puis il s'est assis sur le bord du lit et a pleuré. Je ne l'ai pas interrompu. Nous sommes restés assis en silence pendant plus d'1 heure. Pas d'accusation. Pas de reproche. Finalement, il a levé les yeux vers moi. J'ai commencé une thérapie, a-t-il dit. Je ne veux pas répéter les vieux schémas. Je sais qu'il est tard, mais je suis là maintenant. J'ai acquiescé. Puis je lui ai parlé de Dani, des dîners du dimanche, de Mademoiselle Clara, de la soupe populaire, de la petite communauté que cette maison était devenue. Il m'a écouté, pour une fois, il m'a vraiment entendu. Quelques semaines plus tard, il m'a demandé s'il pouvait m'aider. Je lui ai donc confié une tâche. Réparer le banc de jardin cassé sur lequel maman avait l'habitude de s'asseoir. Il est venu tous les samedis avec une boîte à outils et une détermination tranquille. Et elle a apporté à Dani un ensemble d'outils de base et lui a appris à se servir d'une perceuse. Elle ne l'a jamais dit, mais cela se voyait. C'était la première fois qu'une figure paternelle la traitait comme si elle comptait. Et moi ? Je l'ai regardé se dérouler comme un lever de soleil après une longue nuit amère. Pas parfait, mais possible. Puis vint l'automne. Les feuilles sont devenues orange brûlé et rouge sang, et la maison semblait sortie d'un roman. Et la lumière du porche brillait chaudement le soir, projetant des ombres douces tandis que les voisins passaient et souriaient au rire qui résonnait dans la cuisine. C'est alors que j'ai su qu'il était temps. Le temps de pardonner. Pas d'oublier. Mais de libérer. Par une belle soirée, j'ai réuni tout le monde. Mara, Dani, Miss Clara, même mon père, et j'ai allumé un feu dans le jardin. Nous avons partagé des histoires. Nous avons grillé des marshmallows. Nous avons parlé de chagrin d'amour, de guérison et de la façon dont les personnes les plus calmes portent souvent en elles les tempêtes les plus violentes. Lorsque tout le monde est parti, mon père s'est attardé. Je sais que je ne mérite pas cela, a-t-il dit en regardant les étoiles. Mais merci de m'avoir laissé revenir. J'ai posé ma main sur son épaule. Je lui ai dit honnêtement, tu n'es pas tout à fait rentré, mais tu es plus près que tu ne l'étais. Il a hoché la tête, les yeux embués. Puis il a murmuré. Ta mère serait fière. L'hiver est arrivé avec des chutes de neige qui ont tout peint en blanc et en douceur. Dani a passé son jet d'. Mara a créé une petite boulangerie avec quelques recettes que nous avons testées dans ma cuisine. Mademoiselle Clara a transformé la véranda en une mini-bibliothèque grâce aux dons du voisinage. Et moi ? J'ai reçu une lettre. Une bourse. Des frais de scolarité partiels pour étudier à plein temps et poursuivre ma carrière de conseillère. Je me suis assise à la table de la cuisine, tenant cette lettre, les mains tremblantes. J'entendais encore la voix de Patricia, des années auparavant. Tu ne sortiras jamais de cette maison. Elle avait raison. Je ne l'ai pas quittée. Je l'ai fait mienne. Un dimanche soir, alors que nous partagions le dîner, poulet rôti, purée de pommes de terre, chocolat chaud pour le dessert, Dani s'est levée.
Elle était nerveuse, elle s'agitait. Puis elle m'a regardée et m'a dit. Tu m'as sauvée. Cette maison m'a sauvée. J'ai secoué la tête. Tu t'es sauvée toi-même. Je me suis juste assurée que la porte n'était pas verrouillée. Elle a ri. Et tout le monde a applaudi comme s'il s'agissait d'une cérémonie de remise de diplôme. Ça y ressemblait point et il n'y a pas de fin dramatique. Pas de rebondissement explosif. Juste la vérité. Une fille à qui l'on avait dit de se taire, que l'on avait poussée au grenier, que l'on avait négligée et rejetée, possédait maintenant plus qu'une maison. Elle possédait sa voix, son histoire, son avenir. Elle s'est assurée que personne ne sourirait plus jamais en disant, elle agit comme si elle possédait l'endroit. Parce que maintenant, il savait que c'était le cas.